Finalement, la première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi bon aller faire un livre sur Wikipédia? C'est un geste qui est totalement banalisé. Tu recherches une information, tu sais que Google t'amène forcément une information généraliste, peut-être pas suffisante, mais en tout cas qui va venir dans la première place et qui s'appelle Wikipédia. Mais c'est oublié que justement ça a une histoire. Ça a précisément 20 ans. C'est-à-dire, peut-être que certains ne le savent pas, mais il y a eu une histoire avant Wikipédia. C'était quoi? Étant petit gamin, le lundi, tous les lundis, tu recevais tout l'univers par abonnement. Il y avait de la science, il y avait de l'histoire, de l'archéologie. C'était fascinant, c'était wow, le monde qui t'arrivait. Il t'arrivait pas par photographie, c'était des illustrations manuelles, des dessins, mais au moins le monde t'arrivait en couleur. Ensuite, il y a eu nos atlas, il y avait nos dictionnaires. Tu ouvrais un dictionnaire populaire comme le Petit Larousse, au milieu tu avais les pages roses avec les citations, ça servait pas à grand chose, mais tu avais les noms propres, les villes avec le nombre d'habitants, tu avais les personnalités de l'histoire. Donc le dictionnaire même avait une fonction encyclopédique. Ensuite est venue une encyclopédie, elle, populaire, Encyclopædia Universalis. Tu la trouvais partout, dans toutes les maisons. Aujourd'hui encore, on la trouve dans toutes les brocantes. Et Internet, au début, il y a eu un Internet sans Wikipédia. Et même, il y a eu une phase où les contenus Internet, c'est nous qui les apportions, qui les construisons. C'était tout embryonnaire, mais il n'y avait rien sur Baudelaire. Mon site a précédé celui de la BNF, par exemple. Et c'était beau, ce mouvement. Rémi Matisse appelle ça le mouvement libriste. Il y en avait plusieurs. Il y en avait un autour du Conservatoire des Arts et Métiers. Il y avait un autre réseau avec l'Université de Genève, Athéna, où il s'agissait d'installer sur le web des contenus francophones. Quand Google est arrivé, peut-être un peu avant, vers 2000, au début, on s'est passé le mot « Ah, t'as vu ce truc, comme ça marche ?» Il y avait un autre moteur, il y avait un moteur qui s'appelait AltaVista, qui était plus intéressant pour nous tous, parce qu'il était plus axé contenu intellectuel. Et puis on avait déjà un outil qui permettait de amener des requêtes à partir de plusieurs moteurs, comme AltaVista, comme celui de Yahoo. Et puis tout d'un coup, en quelques semaines, Google, c'était devenu une tarte à la crème. C'était pas encore intégré sur nos navigateurs, mais cette espèce de consensus, on savait pas que ça deviendrait si vite un bulldozer. Je sais pas quand j'ai remarqué pour la première fois Wikipédia. Parce qu'au début, évidemment, c'est très lacunaire. Je pense que les scientifiques ont peut-être pris les premiers le devant. Puis c'est devenu très vite ce mouvement qui interroge peut-être plus justement par sa nature contributive. Le seul moyen que ça prenne cette étoffe, que ça prenne cette masse, que ça devienne puissant à cause de la capacité de détail, de la capacité de croisement, la capacité de te renseigner sur une chose minuscule, eh bien, ça n'a pu se faire que par cette prise en charge d'un contenu Internet par des mécanismes participatifs. Alors Rémi Matisse, moi je ne l'ai connu pas par Wikipédia, je pense plutôt par à ce moment-là des copains qui étaient de la même promotion que lui à l'ENSIB, l'école des bibliothécaires. Ça n'a pas d'importance, mais je me souviens que sur Twitter, qui était encore débutant, je crois qu'on s'était alpagué avec Rémi Matisse sur un truc, il se parlait de Sartre, ça peut parler de contenu libre et de contenu sous droit d'auteur. Et puis moi, à un moment donné, j'ai dit, mais attends, nous, on est des artisans du texte. C'est très beau, le mouvement des communs, etc. Mais vous faites de nous des petits poujadistes simplement parce que nous, faire un livre, c'est avec ça qu'on gagne notre vie. Donc ça partait pas sous de bons augures ou de bonnes augures, je sais jamais. Il faudrait que j'aille voir Wikipédia, savoir si c'est masculin ou féminin, quand c'est au pluriel. Rémi était à l'époque président, c'est un fonctionnement associatif, de Wikimédia. Alors
pareil, Wikimedia, Wikipédia, le Wiktionnaire, le Wikisource, toute cette galaxie. Là, vous en trouverez l'explication. Je vais même j'espère vous parler juste de la toute fin sur le Wikipédia des données qui m'a... Oh. Alors, à quoi bon faire? Évidemment, on va pas faire un Wikipédia pour les nuls. C'est à notre niveau de nul. C'est juste à notre niveau immédiat, une petite écluse de rien, quand tu entres dans le web. Mais quand tu entres dans le web, précisément, ça a l'air de rien, mais derrière, c'est constitué, c'est fabriqué, c'est corrigé, c'est évolutif. Et puis, tu peux immédiatement basculer dans un back-office où tu vois qui a rédigé, qui a complété, qui a modifié. Et immédiatement, tu t'aperçois que la machine derrière est extrêmement compliquée. Alors Rémi Mathis travaille aussi à la BNF, il est au département des estampes, je crois, historien d'art. Bon, je pense pas qu'il soit impliqué dans Wikipédia comme il l'était à l'époque, mais justement, c'est ce qui lui a donné le temps de faire ce livre, et précisément avec la distance de quelqu'un qui est toujours extrêmement présent dans la réflexion web, mais qui l'est aussi par ses fonctions professionnelles. Alors je l'attendais évidemment, ce livre, non pas pour Wikipédia, quoique évidemment c'est important toujours de ces outils qui nous permettent de réfléchir le web, mais je l'attendais en tant que livre de Rémi Mathis. Est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Peut-être pas, parce que c'est une maison d'édition qui s'appelle First Edition. On n'est pas dans une maison spécialisée, essai, réflexion, sciences humaines. Et puis, on a 40 questions. Et Rémi, c'est un petit peu son pitch. À chaque fois qu'il parle de ce livre dans des interviews, il dit c'est les questions qu'on me pose le plus fréquemment sur Wikipédia. Combien il y a de questions? Exactement 40. Alibaba et les 40 voleurs. Et puis, un énorme titre en 4 lignes. Peut-on écrire sur n'importe quelle thématique dans Wikipédia? Mais si Wikipédia est américaine, pourquoi n'est-elle pas exclusivement en anglais? Peut-on utiliser Wikipédia en cours? Inventez vos propres questions sur Wikipédia. Qui décide des règles de Wikipédia? Qui possède Wikipédia? Wikipédia peut-elle être censurée? Wikipédia a-t-elle encore une place dans l'Internet d'aujourd'hui? Qui s'oppose à Wikipédia? Comment pourrais-je faire confiance à Wikipédia alors que je ne sais pas qui écrit? Peut-on tromper Wikipédia? On a de beaux exemples de ça. Des entreprises ou même des États utilisent-ils Wikipédia pour leur propagande? Simplement, réfléchissez aux questions que vous pouvez vous poser ou poser sur Wikipédia, ou simplement comment vous pouvez entrer dans votre propre rapport à ce geste aussi élémentaire que entrer une requête sur Google et immédiatement dans la liste des requêtes, celle de Wikipédia intervient en général au premier rang, et essayer de le multiplier par 40 versions, 40 déclinaisons. Donc la structure, l'arborescence, est déjà un mouvement, un élément de pensée. On pense le web parce qu'on le décompose et qu'on l'analyse en sériant cet ordre des questions. Simplement, même s'il s'agit d'un dispositif extrêmement simple, 2, 4, là celui-ci long, 6, 7 pleines pages, et toujours à la fin un petit encart. D'ailleurs celui-ci est passionnant, c'est tous photographes, c'est par exemple le musée d'Orsay interdisait il y a pas si longtemps de faire des photographies dans le musée, on vous tombait dessus. Par contre, à un moment, c'est la ministre Fleur Pellerin qui, elle-même visitant une expo, a fait des photos et les a mises sur le web. À ce moment-là, ils ont bien été obligés de plier, mais quand vous cherchiez sur Wikipédia des informations, par exemple sur l'impressionnisme, il était impossible de mettre en ligne ou de proposer à la consultation des images d'œuvres qui étaient à Orsay. Donc un petit encart, ces encarts, il y en a évidemment un par chapitre. Donc vous voyez qu'on a quand même de la réflexion. Et surtout, là on retrouve Rémi Mathis. C'est-à-dire, la question est simple, mais la réponse... J'allais dire, on retrouve sa tête de cochon, mais j'ai bien envie de rester en bonne relation avec lui, alors je retire ma phrase. J'aimerais juste qu'on parcourt 4-5 points qui m'ont plus accroché là-dessus. Rapidement, le premier, Wikipédia est-elle la dernière descendante de l'encyclopédie de Diderot?
L'un des plus anciens fantasmes humains, en dehors du sexe et du pouvoir, a sans doute été de disposer de l'intégralité du savoir. D'Adam et Ève chassés du paradis pour avoir été trop curieux, à Faust ou au nom de la rose, l'homme nourrit cette volonté de tout connaître. Compiler les connaissances d'une époque est un souci déjà présent de l'Antiquité au Moyen-Âge. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert fait, en France et dans le monde, figure de modèle après les bouleversements qu'ont été les progrès des sciences au cours de la période moderne et à partir d'importants travaux menés depuis la Renaissance, la volonté est de faire le point sur un monde que l'on comprend mieux et où Dieu n'est plus forcément central. C'est un ouvrage extrêmement technique et précis, mais dont le but va questionnant l'encyclopédie, et à ce moment-là, on questionnera Wikipédia en ce qu'elle est un type autre, différent d'encyclopédie. Et on a quand même 4 pages. Qui est le rédacteur en chef de Wikipédia ? Wikipédia demeure un projet qui repose sur l'humain. On sait bien que même dans un groupe d'égaux, certains sont plus égaux que d'autres. L'égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saura le convertir en fait, lit-on dans Balzac. En droit, donc, chacun est à égalité. En fait, c'est plus complexe, phénomène que l'on retrouve dans tous les actes de la vie en société, dans votre groupe d'amis, votre famille. Chacun a autant le droit à la parole, personne n'est le chef, et pourtant, certains accaparent la parole, sont suivis quand ils suggèrent des activités, obtiennent que 20 personnes viennent les aider à déménager, d'autres se font couper la parole, n'intéressent personne, se retrouvent seuls pour porter leur réfrigérateur. C'est hélas le lot des relations humaines. Aussi, sur Wikipédia, quand un patrouilleur vérifie les dernières contributions, il va certes s'intéresser aux caractéristiques de la modification, quelle quantité de texte a été ajoutée, retranchée, des sources ont-elles disparu, l'article est-il susceptible d'être problématique, mais aussi à celle de la personne qui intervient statistiquement. Un contributeur qui a 10 ans d'ancienneté a moins de chances d'avoir effectué un vandalisme qu'une personne qui n'a pas de compte. On sait donc qu'il faut avant tout surveiller les adresses IP, puis les comptes dont la page de présentation n'a pas été créée, etc., etc. Oui, comme tout de suite, on glisse sur des choses qui peuvent être extrêmement précaires, vacillantes. Une encyclopédie qui parle de sport, d'acteurs porno et de jeux vidéo est-elle bien sérieuse ? Et quelquefois, t'enrages. Tu cherches un auteur qui pour toi est important, tu vas chercher vers Daniel Colobert, Christophe Tarkos, tu trouveras que dalle, et puis juste à côté, tu trouves un acteur de série qui a fait 3 feuilletons, et puis là, tout d'un coup, waouh, t'as toute la liste de ses mariages, Bon, et ça, le Rémi Matisse, c'est pas tendre là-dessus. Il dit, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie de culture ? Est-ce que c'est pas louche, justement, ceux qui prétendent vouloir que Tarkos vaille mieux qu'un tel qui a joué dans tel feuilleton ou machin ? Posez-vous la question sur vous-même. Bon, précisément, ça fait aussi partie des choses où ce livre trouve sa part dérangeante. Wikipédia est-elle la plaie du système scolaire ? Entre guillemets, ils n'apprennent plus rien, se contentent de recopier Internet. C'est la génération Wikipédia. Combien de fois a-t-on entendu ces mots dans la bouche d'un prof, pas seulement de collège, mais jusqu'à la fac, par son approche non académique de la notion de vérité et d'état de la connaissance, etc. Ça aussi, évidemment, à Sciences Po, par exemple, ils sont abonnés à un logiciel où tout ce que t'envoient les étudiants, le logiciel t'indique en même temps que l'envoi ou directement les sources piochées sur Internet, pas seulement Wikipédia, mais tout un ensemble de sites, d'articles, de bibliothèques, là où on peut détecter un copier-coller. Je m'en suis jamais servi, de toute façon, en creative writing, c'est pas le problème. Mais il y a toujours quand même plein de fois, tu te retrouves à avoir affaire à des mémoires, et puis là, tout d'un coup, tu vois la phrase. Nous, c'est à l'odorat, quoi. Alors après, évidemment, c'est facile, tu prends le truc, tu le fais toi-même, le truc du logiciel du copier-coller. C'est rarement Wikipédia, d'ailleurs. Mais précisément, c'est aussi une sorte de rebond, c'est-à-dire, toi, tu veux interroger la langue, alors moi, là, j'ai mon litré, vous ne le voyez pas, mais il est juste au-dessus. J'ai évidemment des tas de bouquins aussi spécialisés, mais le principe de la littérature, c'est cette vieille phrase de Blanchot, c'est le langage comme réflexion. Donc, si tu interroges le langage pour le retourner vers toi, vers le monde, vers lui-même, de toute façon, c'est ce principe de distanciation qui va être premier. Alors,
La façon dont telle fête scientifique, sociale, esthétique se reflète dans l'encyclopédie la plus large et la plus immédiate, c'est un fait politique en tant que tel. Et donc, en se servant de Wikipédia, en l'établissant et en bifurquant, bien, tu établis ce principe d'emblée de mise en abîme ou en réflexion. Ce qui fait que si je regarde Jean Rollin, si je regarde Emmanuel Pirer, et il y en a d'autres qui ont fait aussi une histoire. Oh, ce pauvre Houellebecq là, qui avait été recopié des trucs. Bah ouais, mais si tu travailles sur des mouches espions comme Jean Echenoz, il y a bien un moment où tu te documentes. Moi, quand je me documentais, il y a 30 ans, comment tu faisais? Bah, t'allais en bibliothèque, tu commençais à farfouiller. Est-ce qu'on va en bibliothèque aujourd'hui? Les bibliothèques, elles ont d'autres fonctions, justement, de nous permettre des accès, comme Wikipédia. Et de Wikipédia, vous savez que ce qui est intéressant, c'est toute la base aussi de liens qu'il y a dessous, la question des sources, et qui vous permettent d'aller vers des contenus beaucoup plus spécialisés. J'en viens à celui-ci. Être dans Wikipédia, la nouvelle Légion d'honneur. Je vous en lis quand même un peu plus. La rareté crée le désir. La conséquence du fonctionnement des encyclopédies traditionnelles est qu'en être est une récompense, car c'est rare. De plus, la connaissance qui s'y trouve est une connaissance légitime, choisie, sélectionnée. Y entrer, c'est donc faire partie des gens qu'il faut connaître, de ceux qui comptent. D'ailleurs, à chaque rentrée, quand paraît la nouvelle édition du Petit Larousse, les journaux du 20h mentionnent les nouveaux entrants, généralement des stars, des politiques, des lauréats du prix Nobel, des sportifs célèbres. Y entrer, c'est assurément une légion d'honneur symbolique, une récompense qui pourrait figurer sur un CV, c'est pouvoir dire « Je suis important et connu du grand public » qui s'amuse un peu, mon Rémi. Le Wouzou fonctionne un peu de la même manière, mais sans doute avec une approche plus technique, moins grand public. Il s'agit uniquement de personnes vivantes, environ 20 000, qui doivent être les talents de la France, les individus qui comptent par leur activité ou leur profession. J'ajouterais que autrefois tu recevais tous les ans un truc du Wouzou. Ah, payez tant, et puis vous serez dans notre annuaire, on a détecté que vous pourriez y être. Bon, jamais heureusement payé à ça, donc je pense qu'ils ont depuis un peu capoté ce machin. Ceux qui y figurent ne sont pas forcément célèbres auprès du grand public. Par exemple, c'est la différence entre LinkedIn et puis Instagram. Mais ils exercent des responsabilités, chefs d'entreprise, avocats, hauts fonctionnaires ou sont reconnus dans leur domaine, entre parenthèses, artistes. Le Wouzou se veut ainsi, au fil de ses éditions annuelles, le reflet de la société contemporaine, à condition de payer. Wikipédia se place forcément dans cette lignée, y compris à son corps défendant, alors que les Wikipédiens ne considèrent nullement qu'avoir sa page biographique soit un honneur. Beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. Les médias en rajoutent d'ailleurs une couche, car il peut à l'inverse être bien suspect que Wikipédia ne vous ait pas consacré d'articles. Quand Audrey Azoulay a été nommée ministre de la Culture par François Hollande en 2016, on s'est étonné que cette dernière soit une inconnue, entre guillemets, puisqu'elle n'avait pas d'article Wikipédia. Et ça, c'est évidemment vérifiable, par exemple, à mon échelle. Wikipédia, j'en vais en parler juste après. Par exemple, c'est quand on a affaire à l'étranger, ou par exemple sur des questions de droit, avec Amazon ou ces choses-là. Tu dois te présenter, tu dois établir... Non, ça marche pas. Par contre, tu dis, voici l'adresse de ma page Wikipédia dans le Wikipédia anglophone, dans le Wikipédia Amerloc. Eh ben, c'est mon passeport. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Or, les passions sont exacerbées quand il s'agit de l'amour-propre d'une personne. Si bien que les biographies de personnes vivantes françaises, qui ne représentent que 2% des articles, constituent l'essentiel des problèmes à gérer pour la communauté et une importante part des récriminations auxquelles les Wikipédiens sont confrontés dans les médias. Ayant été invité d'une émission de près d'1 heure sur France Inter il y a quelques années pour parler de Wikipédia en général, je me suis trouvé face à une présentatrice qui n'a pratiquement parlé que de l'article sur elle, assurant qu'il était scandaleux, mais ne m'ayant pas demandé de l'examiner avant de venir afin de pouvoir réagir. Quand après l'émission, nous avons enfin pu reprendre l'article ensemble, ligne à ligne, elle a convenu que l'essentiel était juste, en tout cas pas faux, mais que cela ne lui plaisait pas, qu'il manquait des éléments, ou qu'elle ne l'aurait pas dit ainsi, ce que les auditeurs ne seront jamais persuadés qu'on nageait dans le mensonge et la diffamation.
À l'inverse, il faut avouer que nombre de ces articles médailles sont en réalité rédigés par les intéressés eux-mêmes ou leurs proches. Ce n'est pas complètement interdit, dans la mesure où ce qui compte, ce sont les sources, non le rédacteur, mais c'est très dangereux, car personne ne peut être neutre vis-à-vis de soi-même. Surtout, on se retrouve avec de nombreux articles de type CV, sans aucun intérêt, liste des postes d'un préfet, des livres d'un universitaire, boum gentil, et qui n'importe finalement qu'au soutien et aux adversaires de la personne. Un nid à ennui, donc, qui au mieux sera une plate hagiographie et au pire une bataille sans intérêt pour la communauté mais interminable à cause du manque de sources sur le sujet. Soyons donc clairs, si cette intention vous passe par la tête, écrire un article sur soi-même n'est pas une bonne idée, et si vous le faites, acceptez qu'émergent soudain les casseroles que vous espériez garder secrètes. Il sera alors trop tard, et se tourner vers Wikipédia, etc. Vous voyez comment, même en restant dans un ton extrêmement clair, le fait d'avoir divisé ça en 40, eh bien, on est sur un tout petit rouage qui laisse passer toutes ces ambiguïtés. Évidemment, c'est pas moi qui ai fait mon article sur Wikipédia. Une seule fois, je crois, j'ai réclamé, c'est-à-dire j'ai jamais été même rectifier un truc de bibliographie ou un truc d'adresse de site, tout ça. Je considère que non, c'est une image au loin et ça se démerde tout seul. Une seule fois, j'ai été obligé d'intervenir, mais c'est même pas moi qui m'en étais aperçu. Peut-être ça évoquera quelque chose à certains, un type qui s'appelle, je ne sais pas s'il vit toujours ou pas, Jean-Marc Rouillant, qui était un type qui venait de sortir de prison, après des histoires d'action directe, enfin, tout ça pour moi ça pue un peu. Et ce type s'était mis à vouloir régler ses comptes, enfin j'ai pas de compte avec lui, mais sorti d'usine, mais il y a aussi l'établi de Robert Linhart, il y a aussi, c'est-à-dire dans tous ces livres-là, il prétendait comment ces gens qui veulent parler de l'usine et des ouvriers sont des bourgeois déguisés, en gros. Donc là quand même, on avait un peu réagi, Wikipédia immédiatement avait bloqué ce type. Enfin bon, c'est pas grand-chose. Par contre, il y a un moment donné, c'est-à-dire, pour moi, Wikipédia, c'est aussi un fabuleux outil collaboratif. C'est-à-dire, vous êtes à travailler avec des étudiants. Quel bonheur sur un artiste, sur un auteur, sur un point précis conceptuel, de se dire, eh bien, et si on faisait le Wikipédia ? C'est un article aussi, c'est un travail de rédaction. C'est pas mon job, mais j'ai des tas d'amis en fac qui font, pas seulement en fac d'ailleurs, qui font ce genre de travail avec leurs étudiants. Vous êtes dans ce domaine, vous travaillez cette chose précise, eh bien, installez un article recevable dans Wikipédia, épaulé par ses sources. Quelle importance et pour comprendre le web, et pour comprendre ce dont on parle, et pour apprendre ces techniques de rédaction hypertexte qui sont le mécanisme même du web. Et là, je pourrais vous donner une liste de noms, ça va même au-delà. Je pense que souvent maintenant que j'y mets plus les pieds, je sais que je sais pas qui, je vais pas voir qui s'occupe ou qui a ajouté, contribué à ma page Wikipédia. Simplement, des fois, tu dis oh là là, le Poitou est bien représenté dans l'histoire de mon travail. Ça peut faire. Mais il y a eu un moment où justement se dire cette chose-là est une chose commune. Et le paradoxe où on était, dont parle aussi Rémi Matisse, j'ai pas vérifié, mais je sais que pour Cortázar, par exemple, pour Julio Cortázar, bon, je pratique pas l'espagnol, je suis pas allé voir de trucs espagnols, mais sa page américaine est 1000 fois plus fournie que la page française. Julio Cortázar est un écrivain considérable. Dans quelque chose comme Wikipédia, que ce soit une véritable ressource, y compris pédagogique, pour les étudiants, c'est vital. Eh bien, c'est la portion congrue, regardez Michaud, etc. Et souvent, ça nous fait un petit pincement, ça nous fait un peu de tristesse. C'est-à-dire, alors attention, parce que un autre jeu, pour nous auteurs, c'est se dire, ok, Wikipédia, c'est pas toi qui le fais, c'est une ressource qui est dans une médiation, donc comment tu te débrouilles ? Ça, pour moi, c'est un enjeu vital sur une page d'auteur. Comment tu vas faire pour que tes propres ressources Internet, dans la requête Google, c'est-à-dire je ne demande pas à Wikipédia d'être exact, je dois me débrouiller pour que quelqu'un qui s'intéresse à mon taf, lorsqu'il fait sa requête sur Google, eh bien, mes
mon propre univers passe avant les images de cet univers dans Wikipédia français, Wikipédia anglais. Ça, cette question de la... pas de la propriété. Et ça, c'est une question évidemment qui dépasse Wikipédia, mais qui peut être vraiment des plus élémentaires. Et en école d'art, travailler là-dessus. Comment tu fais, où est-ce que tu installes tes ressources? Où est-ce que tu installes ton blog? Comment tu fais, etc. Qu'est-ce que tu achètes comme domaine? Comment travaille la sémantique des noms de domaine? Bon, ça déborde. Mais en tout cas, il y a eu un moment où c'est pris par la main. C'est-à-dire dire, voilà, pour nous, tel auteur, tel auteur, tel auteur, c'est des auteurs essentiels du contemporain. Simplement, ces gars ou ces filles-là, ils sont principalement auteurs Internet, ou en tout cas, leur réception se fait par Internet. En quoi une page Wikipédia, pour cet auteur, pourrait permettre de réfléchir à Internet et de faire la médiation vers son travail. Et je me souviens, dans cette période-là, d'avoir commencé 4 ou 5 pages pour un certain nombre d'auteurs, dont pour moi, la légitimité était évidente. Et puis là, tout d'un coup, tu les vois qui te tombent dessus. Mais qui te tombe dessus, j'allais dire comme réflexe franchouillard, quoi. C'est-à-dire, t'as pas ça aux US, t'as pas ça au Québec. Hein. C'est-à-dire dire, le mec, ouais, il est connu, quoi. Le mec, il vient dans Wikipédia, il fait ça sous son nom. Ça, j'ai jamais pris de pseudo pour faire quoi que ce soit. Et il veut parler d'un tel, il va lui resserrer les... Non, je ne serre pas les bottes. Je dis, il se passe ci, il se passe ça. Il a publié ci, il a publié ça. Et là, l'arme était terrible. Il dit « absence de sources dans la presse littéraire reconnue ou je ne sais pas ». Mais précisément, comment voulez-vous que les papes du monde des livres, de Libération ou de Figaro littéraire, c'est peut-être un petit peu différent maintenant. Il y a là des sites, je pense à Diacritique, je pense à Romunet, qui ont gagné une légitimité de validation sur des contenus littéraires. Mais Wikipédia, il y avait 2 étages. C'est-à-dire dire, c'est des ressources Internet, elles ne sont pas cautionnées par la culture traditionnelle, mais est-ce que toi, Wikipédia, tu pouvais être cautionné par là? Et donc, tous ces articles m'avaient été refusés. Puis l'autre truc, c'est de dire, c'est louche, quoi. Ce mec, il publie des livres, puis il vient faire des articles. Bah ouais. Et alors? Et c'est là où, dans le monde US, c'est différent. Donc quand j'ai vu ces espèces d'ayatollahs, mais avec vraiment cette bêtise qui était là à ce niveau-là, moi, terminé. Alors je ne suis pas terminé parce que j'ai des gens que je considère comme des proches, dont je sais le travail humble qu'ils font et les responsabilités qu'ils prennent pour qu'il y ait un Wikipédia francophone, littéraire, et comment il s'y colle des heures, ou comment tu as un petit message, on dit j'ai vu ta vidéo sur Gina Pan, je vais faire l'article, etc., etc. Enfin, pas Gina Pan, parce qu'elle devait déjà avoir un article, mais je pense à Monique Wittig. Alors, je me suis permis là cette petite incise, parce que à la fois la preuve que à partir de ces 40 questions et ces 40 textes de 4-5 pages à chaque fois, plus un encart qui est un cas extrêmement précis, concret, la réflexion que ça induit en nous sur la machine du web, sur nos gestes dans le web, sur comment on fait confiance, et surtout comment il y a ce jeu de nourrir en même temps qu'on prend. Et ça, c'est aussi totalement essentiel. Bon, ça aussi, c'est limite. Et je vais vous dire que, justement, ce qui est chouette dans le livre de Rémi Matisse, c'est qu'il contourne rien, et que l'endroit où ça devient un peu sable mouvant, où ça devient un peu terrain glissant, chaque fois, c'est là où lui, il prend en compte et il dit, si c'est terrain glissant, c'est parce que c'est ça le problème. Et ce problème-là, on retrouve des choses dans le web qui sont extrêmement profondes. Wikipédia a-t-elle encore une place dans l'Internet d'aujourd'hui? Si nous regardons ce qu'il en est des principaux sites actuels, Wikipédia fait figure d'ovni. Sur les 10 premiers sites consultés en France, en nombre de visiteurs uniques par mois, c'est le seul site non commercial et le seul site culturel ou d'information. Ses concurrents dans la lutte pour gagner l'attention des internautes ne s'appellent pas Larousse ou Universalis, mais Google, Facebook, Amazon, YouTube.
En dehors d'Orange, page d'accueil de nombreux internautes, le seul autre site qui n'appartient pas aux géants du web est Le Bon Coin, ce site pratique de petites annonces. Il n'est guère de sites dans les 100 premiers qui n'appartiennent pas à des entreprises, hormis quelques services publics en situation de monopole, sécu, impôts. En 2001, quand Wikipédia a été créé, Internet était un lieu de bidouille, d'expérimentation, où les amateurs avaient toute leur place. Mais les choses ont bien changé. Quelques géants ont acquis un pouvoir, une audience démesurée. Les blogs personnels ont quasi disparu. Non, mon gars, on est là toujours, hein. Au profit, au bénéfice des réseaux sociaux tenus par quelques multinationales. Les startups ont été rachetées par de plus gros groupes intégrés à leur offre. L'Internet amateur n'est plus central, on se retrouve. Et même dans les entreprises, il fallait bien choisir sa stratégie, savoir évoluer assez vite. Nombreux sont ceux qui ne l'ont pas compris. AOL, MySpace, Yahoo. Wikipédia est un dinosaure, un survivant d'une lointaine époque. Bien qu'elle évolue chaque jour, pratiquement rien n'a changé en 20 ans dans les fondamentaux de son fonctionnement, alors que l'Internet de 2021 n'a rien à voir avec celui de 2001. Peut-être par idéalisme, par naïveté, Wikipédia a-t-elle creusé sa propre tombe. Elle est l'encyclopédie du web, cet espace où chacun peut publier ce qu'il désire, le mettre à la disposition de tous, mais l'utopie du web a déjà partiellement vécu. Il n'est pas impossible qu'il ne corresponde qu'à une étape bien précise de la mise en réseau du monde. Aujourd'hui, avec les applications, demain avec les objets connectés, l'intelligence artificielle, les effets de réseau vont grandir. Certains géants vous offriront des services personnalisés d'une très grande qualité, mais intermédiaires. C'est-à-dire que vous ne chercherez plus dans Wikipédia, vous poserez une question à une intelligence artificielle qui vous répondra, on aura même préparé des contenus pour vous en fonction de sa fine connaissance de vos intérêts, etc., etc., etc. Je vous laisse pour la suite, je fais juste du teasing. Et je vais juste terminer par cet article qui m'a totalement scié, parce que je ne l'avais pas anticipé. Et si la richesse de Wikipédia reposait dans ses données, pas dans ses textes? Ça veut dire quoi? Parmi les sites frères de Wikipédia, nous avons rapidement mentionné le petit dernier, créé à l'automne 2012, Wikidata. Ce projet est original, car il n'est pas lancé par la Fondation, mais par le plus grand chapitre, l'allemand. Il prend toutefois ses racines dans des enjeux qui avaient déjà été soulignés à plusieurs reprises. Le but premier est de mutualiser les renseignements factuels entre les Wikipédia. Ainsi, il devient inutile de rentrer 300 fois de suite les dates de naissance et de mort de Napoléon dans 300 Wikipédia. Il suffit de le faire une fois dans Wikidata et l'information est reprise dans l'infobox de chaque version linguistique. Le procédé est le même pour mettre à jour les statistiques officielles, nombre d'habitants, PIB, les résultats sportifs. Mais au-delà, le but est en réalité de sortir de Wikipédia et d'offrir à tous une base de données générale et mondiale sur tous les sujets factuels. Depuis longtemps déjà, on tentait d'extraire les données de Wikipédia pour les mettre à disposition sous une forme utilisable. Le principal projet s'appelle DBpedia, DB pour Database, base de données. Il est lancé par des universitaires allemands dès 2007 et décrit environ 5 millions d'entités, c'est-à-dire de sujets. Chacune de ces entités est décrite par des triplés donnant une information. Par exemple, Victor Hugo plus est né plus 26 février 1802. Victor Hugo plus est auteur de plus Les Misérables, etc. L'entité Les Misérables sera-t-elle décrite par d'autres triplés? Les Misérables plus A pour personnage plus Jean Valjean. Ou Les Misérables plus se passe à plus Digne-les-Bains. Ou Les Misérables plus A pour dérivé plus Les Misérables, film britannique de 2012 par Tom Hooper. On relie ainsi chaque réalité à des dizaines d'autres pour représenter l'ensemble du savoir factuel. Toutes les Wikipédias, etc., etc. Et là, je vous laisse aussi déchiffrer, parce que c'est une perspective majeure. D'une part, parce qu'on recombine tous les Wikipédias indépendamment de la langue. D'autre part, parce que, quel est l'espace des analyses? Est-ce que c'est les contenus? Non, c'est vos requêtes. C'est-à-dire que ce que vous amenez, vous, par les requêtes, construit et définit le mode de structuration et d'appel de cet ensemble où... Évidemment, vous retrouverez au bout du compte le contenu sémantique, mais bon, ça suffit. Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, livre totalement ambivalent, parce qu'à la fois, on a Wikipédia pour les nuls,
les 40 questions les plus fréquentes sur Wikipédia, et chacune, on arrive à un petit point glissant, un petit point précaire, où je crois qu'il faut connaître le petit sourire en coin de Rémi Matisse pour se dire « Ouais, il se joue du profond. Aucun de nous pourrait être indemne de ces questions-là. Il eût été hors de question que je ne fisse point de petite vidéo sur ce livre. »